Les mains de Jake Donovan tremblaient tandis qu'il serrait les rênes. Il fixait la femme qui montait dans sa diligence. 6 ans. 6 ans qu'il ne ressentait rien d'autre que le vide douloureux de la perte. Et maintenant, cette étrangère, avec ses yeux calmes et sa valise de voyage usée, le regardait. C'était comme si elle pouvait voir à travers les murs qu'il avait érigés. « Vous êtes le seul conducteur ?» demanda Sarah Weston. Sa voix était stable malgré les nuages d'orage qui s'accumulaient à l'horizon. La mâchoire de Jake se crispa. « Ça vous pose un problème ?» Elle soutint son regard sans ciller. « Non, je me demandais juste si vous fuyiez quelque chose, ou si vous avez simplement oublié comment vous arrêter. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à suivre cette histoire jusqu'à la fin. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez pour que je puisse voir jusqu'où cette histoire a voyagé. » Jake ne dit rien. Il ne pouvait pas. Ces mots touchaient de trop près la vérité qu'il avait enfouie. Une vérité cachée sous des années de silence et d'isolement volontaire. Il lui tourna le dos et grimpa sur le siège du cocher. Ses bottes pesaient lourdement sur la marche en bois. « Nous partons dans 5 minutes, lança-t-il d'une voix rauque. Quiconque n'est pas à bord sera laissé derrière. Sarah ne bougea pas. Elle resta là, à la porte de la diligence, une main sur le cadre. Elle l'étudiait avec une intensité qui lui serra la poitrine. Finalement, elle parla de nouveau. « Je prends ça pour les deux. » Alors, les mains de Jake se resserrèrent sur les rênes. Il voulait lui répondre sèchement, lui dire de se mêler de ses affaires. Mais quelque chose l'arrêta. C'était peut-être la façon dont elle l'avait dit, sans jugement, mais avec compréhension. Comme si elle savait ce que c'était que de fuir. Comme si elle savait ce que c'était que d'oublier comment s'arrêter. Les autres passagers montèrent à bord. Il y avait un couple âgé allant rendre visite à de la famille. Un marchand avec beaucoup trop de mal, et un jeune homme qui semblait à peine assez âgé pour voyager seul. Sarah fut la dernière à entrer. Sa malle de livres fit un bruit sourd lorsque le porteur la chargea à l'arrière de la diligence. Jake ne regarda pas en arrière. Il fit claquer les rênes et les chevaux s'élancèrent. Ils tirèrent la diligence hors du petit dépôt du Wyoming. Ils s'engagèrent sur la piste poussiéreuse qui s'étendait à l'infini vers l'horizon. La première heure se passa en silence. Jake se concentra sur la route, sur le rythme familier des sabots des chevaux, sur le poids des rênes dans ses mains calleuses. C'était ce qu'il connaissait. C'était sûr. Pas de complications, pas de lien. Juste lui, les chevaux et les kilomètres infinis de néant. Mais la voix de Sarah s'éleva de l'intérieur de la diligence, douce mais claire. « Depuis combien de temps conduisez-vous sur cette route? » Jake ne répondit pas. Il ne lui devait pas la conversation. Il ne lui devait rien. « Je demande juste, continua-t-elle, nullement découragée par son silence. Ça semble être un travail solitaire, de longs trajets avec rien d'autre que vos pensées. »« Peut-être que j'aime mes pensées, » dit Jake, d'un ton sec. « Et vous? » La question resta en suspens dans l'air, comme un défi. La mâchoire de Jake se serra. Qui était cette femme? Pourquoi ne pouvait-elle pas simplement s'asseoir en silence comme tous les autres passagers qui l'avaient transportée? « Madame, je ne vous connais pas et je n'ai pas besoin de vous connaître, » dit Jake, la voix dure. « Vous avez payé pour le passage, pas pour la conversation. » Il y eut une pause. Puis la voix de Sarah se fit de nouveau entendre, plus basse cette fois. « Vous avez raison, je m'excuse. » Jake sentit quelque chose se tordre dans sa poitrine. De la culpabilité peut-être, ou du regret. Mais il repoussa ce sentiment, l'enfouit avec toutes les autres émotions qu'il avait appris à ignorer. L'orage éclata plus tôt que prévu. Un instant, le ciel était lourd de nuages, mais gérable. L'instant d'après, le vent rugit sur les plaines comme une créature vivante. Il hurlait et déchirait la diligence. La pluie tombait à verse aveuglante et froide, transformant la piste en une rivière de boue. Jake lutta pour maintenir les chevaux stables. Les rênes lui brûlaient les paumes alors que les animaux paniquaient. Il se cabrait des sirènes contre son contrôle. Il pouvait entendre les passagers crier à l'intérieur de la diligence. Leur voix se perdait dans la fureur de la tempête. « Tenez bon !» cria-t-il, bien que... Qu'y a-t-il, bien qu'il sût qu'il ne pouvait probablement pas l'entendre. La diligence fit une embardée violente quand une roue heurta une ornière profonde. Un instant, Jake crut qu'ils allaient basculer. Il pensa que ce serait la fin de son existence solitaire, englouti par le même genre de chaos qui lui avait tout pris auparavant. Mais d'une manière ou d'une autre, il les en sortit.
Il guida les chevaux hors de la piste, vers un groupe de rochers qui offrait un abri minimal. Tout le monde dehors, ordonna Jake, en sautant de son siège. L'eau coulait à flots du bord de son chapeau. Nous ne bougeons pas tant que ça ne passe pas. Les passagers sortirent en trébuchant, trempés et tremblants. La femme âgée pleurait. Le marchand jurait. Le jeune homme avait l'air sur le point d'être malade. Mais Sarah, elle, agissait avec détermination. Elle attrapa sa cape et se dirigea immédiatement vers les chevaux. Ses mains étaient fermes tandis qu'elle aidait à les calmer. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda Jake en lui saisissant le bras. « Mettez-vous à l'abri. » Elle le regarda, la pluie ruisselant sur son visage. « Ils sont terrifiés. Si nous ne les calmons pas, ils vont s'emballer. »« Je m'en occupe. Vous ne pouvez pas tout faire seul, » l'interrompit-elle, sa voix perçant la tempête. « Et en ce moment, l'orgueil va faire tuer quelqu'un. » Jake la dévisagea. La pluie plaquait ses cheveux sur son visage, et sa robe était trempée. Mais ses yeux dégageaient une force qu'il n'avait pas prévue, un défi qui lui rappelait quelqu'un qu'il avait perdu. « Très bien, lâcha-t-il, mais restez près de moi. » Ensemble, ils s'efforcèrent de calmer les chevaux. Sarah leur parlait à voix basse et apaisante, ses mains douces mais fermes. Jake se surprit à la regarder plus qu'il n'aurait dû. Il remarqua sa façon de bouger, la confiance dans son toucher, l'absence totale de peur malgré la tempête qui faisait rage autour d'eux. « Vous avez déjà fait ça, » dit-il, obligé de crier pour se faire entendre par-dessus le vent. « Mon père élevait des chevaux, » cria-t-elle en retour, avant de mourir. Quelque chose dans sa façon de le dire, simple, factuelle, sans apitoiement, le frappa. Cette femme comprenait la perte. Elle la portait de la même manière que lui, enfouie profondément, mais jamais tout à fait partie. Il réussit à sécuriser les chevaux. Jake conduisit les passagers vers une cabane abandonnée qu'il avait croisée lors de trajets précédents. Ce n'était pas grand-chose, à peine 4 murs et un toit percé. Mais c'était mieux que de rester exposé à la tempête. À l'intérieur, tout le monde se blottit les uns contre les autres, grelottant. Jake s'efforça d'allumer un feu dans la vieille cheminée en pierre. Il réussit à faire naître des flammes hésitantes à partir de bois humides. La fumée lui piquait les yeux, mais finalement, la chaleur commença à se répandre dans le petit espace. « Allons-nous mourir ici ?» demanda la femme âgée, la voix tremblante. « Non, madame, » dit Jake, bien qu'il n'en fût pas entièrement certain. « L'orage passera d'ici le matin. Nous continuerons alors. »« Et s'il ne passe pas ?» exigea le marchand. « J'ai des affaires à régler, des affaires importantes. Je ne peux pas me permettre de retard. »« Alors vous auriez dû vérifier la météo avant de voyager, » dit Jake, sa patience à bout. « En ce moment, vos affaires importantes n'ont aucune importance. Restez en vie, si. » Le marchand balbutia, mais Sarah prit la parole avant qu'il ne puisse se lancer dans une autre plainte. « Nous avons tous peur, » dit-elle doucement. Sa voix portait malgré sa douceur, mais se disputer ne changera pas notre situation. Monsieur Donovan connaît ce pays. S'il dit que nous attendons, nous attendons. Jake la regarda à travers le feu. Elle avait enlevé sa cape trempée et essorait ses cheveux. Ses mouvements étaient pratiques et efficaces. Elle croisa son regard et le soutint un instant avant de détourner les yeux. Les heures passèrent. La tempête faisait rage. Le couple âgé somnolait par intermittence. Le marchand se plaignait à voix basse. Le jeune homme fixait le feu, perdu dans ses propres pensées. Sarah sortit un livre de son sac. Il était resté relativement sec et elle commença à lire à la lueur du feu. Jake se surprit à la regarder de nouveau, incapable de s'en empêcher. « Qu'est-ce que vous lisez ?» demanda-t-il, se surprenant lui-même. Elle leva les yeux, tout aussi surprise qu'il ait engagé la conversation. « Jane Eyre. Je ne connais pas. C'est l'histoire d'une femme qui refuse de laisser le monde briser son esprit, » dit Sarah, même quand tout essaie de le faire. Jake sentit ces mots s'installer quelque part au fond de sa poitrine. Ça a l'air épuisant. Sarah sourit légèrement. Parfois, la survie l'est. Ils retombèrent dans le silence, mais cette fois, il semblait différent. Moins hostile, plus comme une entente. « Pourquoi voyagez-vous seul ?» demanda Jake, la question lui échappant avant qu'il ne puisse la retenir. Sarah ferma son livre, marquant sa page avec un ruban. « Je vais enseigner dans une école à Laramie. Ils ont besoin de quelqu'un qui peut gérer des élèves difficiles. Et vous le pouvez. »« J'ai géré pire que des élèves difficiles, dit-elle,
son ton suggérant des histoires qu'elle n'était pas prête à raconter. Jake voulait en savoir plus. Il voulait savoir ce qui avait mis cette ombre dans ses yeux. Mais il se retint. Apprendre à la connaître signifiait la laisser le connaître, lui. Et c'était une porte qu'il avait verrouillée il y a des années. Vous avez dit que vous aviez perdu votre père, dit-il à la place, les mots sortant plus brutalement qu'il ne l'avait voulu. Il y a combien de temps? 3 ans. Les doigts de Sarah tracèrent le bord de son livre. La fièvre l'a emporté. La même fièvre qui a emporté ma mère quand j'avais 10 ans. Mon frère est parti vers l'ouest 2 ans avant ça, et je n'ai plus eu de nouvelles de lui depuis. Alors, vous êtes seul. Ne le sommes-nous pas tous? Répondit-elle en le regardant dans les yeux. Jake n'eut pas de réponse à cela, car elle avait raison. Même entouré de gens, même avec des passagers dans sa diligence et des villes à chaque arrêt, il était seul depuis 6 ans. Seul de la manière qui compte. Sans personne qui le connaissait, personne qui le voyait, personne qui se souciait de savoir s'il se réveillerait le lendemain matin ou non. Le feu crépita. Le tonnerre gronda comme la voix d'un dieu en colère. J'avais une famille autrefois, s'entendit dire Jake, l'aveu arraché de quelque part au plus profond de lui. Une femme, une fille. Sarah ne parla pas. Elle attendit simplement. Sa présence rendait les mots plus faciles. Elles sont mortes dans un incendie il y a 6 ans. J'étais parti travailler. Je suis rentré et il ne restait que des cendres. Sa voix était plate, sans émotion. C'était la seule façon pour lui de s'en sortir. J'ai essayé de reconstruire, j'ai essayé de continuer. Mais partout où je regardais, je les voyais. Alors, je suis parti. J'ai commencé à conduire sur cette route. Je ne me suis pas arrêté depuis. Je suis désolé, dit simplement Sarah. Pas de « ce n'était pas votre faute » ou « elles sont dans un monde meilleur », ni aucune des platitudes vides que les gens offraient habituellement. Juste « désolé », juste une reconnaissance. « Pourquoi est-ce que je vous raconte ça ?» demanda Jake plus à lui-même qu'à elle. « Je ne sais pas, admit Sarah. Peut-être parce que je comprends. Peut-être parce que vous avez besoin de le dire à quelqu'un. Peut-être parce qu'aucun de nous n'est aussi seul qu'on le pense. » Jake secoua la tête. « Je suis seul. C'est comme ça que je le veux. »« Vraiment ?» le défia doucement Sarah. « Ou est-ce simplement plus facile de le croire que de risquer de s'attacher à nouveau? » La question le frappa comme un coup physique. Jake se leva brusquement, s'éloignant du feu, de son regard pénétrant, de la vérité inconfortable qu'elle venait de prononcer. « Vous ne savez rien de moi, dit-il, le dos tourné. « Vous avez raison, acquiesça-t-elle. Mais je sais quelque chose sur la fuite, et je sais quelque chose sur la peur, et je vois les deux en vous. » Jake se retourna pour lui faire face. « La peur? Vous pensez que j'ai peur? »« Je pense que vous êtes terrifié, dit Sarah, en se levant pour le confronter. « Je pense que l'idée de laisser quelqu'un s'approcher vous effraie plus que n'importe quelle tempête. Parce que les tempêtes finissent. Mais s'attacher à quelqu'un, c'est un risque qui ne s'arrête jamais. » Ils se tenaient là, face à face dans la petite pièce. La lueur du feu projetait des ombres dansantes sur leurs visages. Le cœur de Jake battait la chamade dans sa poitrine. La colère et autre chose, quelque chose qu'il ne pouvait nommer, se battait en lui. « Vous devriez dormir un peu, dit-il finalement, la voix rauque. Longue journée demain. » Sarah soutint son regard un instant de plus, puis hocha la tête. « Vous aussi. » Mais Jake ne dormit pas. Il s'assit près de la porte, écoutant la tempête, la respiration régulière des passagers. Le léger bruissement de Sarah s'installant près du feu. Il se dit qu'il montait la garde. Il se dit qu'il était juste responsable. Mais la vérité qu'il n'admettrait même pas à lui-même, était qu'il avait peur. Peur de ce que Sarah avait dit. Peur de ce qu'il avait ressenti quand elle l'avait regardé. Peur que peut-être, après toutes ces années, les murs qu'il avait construits n'étaient pas aussi solides qu'il l'avait cru. La tempête fit rage toute la nuit, et Jake resta assis avec sa peur. Il se demandait si la survie était vraiment épuisante, ou si peut-être, juste peut-être, c'était tout autre chose. L'aube se leva, grise et froide. La tempête s'était enfin calmée, ne laissant que le goutte à goutte de l'eau du toit et la respiration douce des voyageurs épuisés. Jake n'avait pas dormi. Ses yeux le brûlaient, son corps était endolori. Mais le sommeil avait été impossible avec les mots de Sarah résonnant dans son esprit. Il se leva, ses articulations protestantes, et sortit pour vérifier les chevaux.
Le monde semblait différent après la tempête. Lavé, mais en quelque sorte plus brut, plus exposé. Comme lui. Vous avez une mine affreuse. La voix de Sarah venait de derrière lui. Jake ne se retourna pas. Je vais bien. Menteur, elle se plaça à côté de lui, les bras enroulés autour d'elle contre le froid matinal. Quand avez-vous dormi une nuit entière pour la dernière fois? Je ne me souviens pas, admit-il, puis se maudit pour son honnêteté. Sarah resta silencieuse un moment. Puis, mon père disait que les prisons les plus dures sont celles que nous nous construisons. Votre père disait quelque chose d'utile? Demanda Jake, son ton plus sec qu'il ne l'aurait voulu. Il disait, la seule façon de sortir est de cesser d'être son propre geôlier. Jake la regarda enfin. Ses cheveux étaient emmêlés, sa robe encore humide. Mais ses yeux étaient clairs, directs, sans peur. On devrait se mettre en route, dit-il en se détournant. On a déjà perdu assez de temps. À l'intérieur de la cabane, les passagers s'agitaient. La femme âgée gémit en essayant de se lever. Le marchand se lança immédiatement dans des plaintes sur son emploi du temps ruiné. Le jeune homme fixait simplement le vide, l'air hanté. « Tout le monde est capable de voyager ?» demanda Jake. « Avons-nous le choix ?» lança le marchand. « Non, » dit platement Jake. « Prenez vos affaires. Nous partons dans 10 minutes. » Le voyage reprit lentement. La piste n'était que boue et flaques d'eau, rendant chaque kilomètre difficile. Les chevaux peinaient et Jake devait s'arrêter fréquemment pour les reposer. Ce qui aurait dû être un voyage d'une demi-journée s'étira en une épreuve d'une journée entière. C'est inacceptable, fulmina le marchand lors d'un arrêt. Je signalerai ce retard à votre compagnie. Faites donc, dit Jake en vérifiant les sabots des chevaux. Je suis sûr qu'ils seront très intéressés d'entendre comment vous pensez que je contrôle la météo. Votre attitude est... Mon attitude vous maintient en vie, l'interrompit Jake, sa patience finalement à bout. Vous voulez vous plaindre? Gardez ça pour quelqu'un que ça intéresse. Pour l'instant, j'ai des chevaux qui sont sur le point de s'effondrer et des passagers qui apprécient réellement d'être en vie. Le marchand balbutia, mais Sarah s'interposa entre eux. Monsieur Donovan a raison, dit-elle calmement. Nous sommes tous frustrés, mais nous en prendre les uns aux autres ne nous fera pas arriver plus vite. Pourquoi ne prendrions-nous pas tous un moment pour nous ressaisir? Le marchand souffla, mais recula. Jake regarda Sarah se diriger vers le couple âgé, leur offrant de l'eau de sa gourde, leur parlant doucement. Elle avait une manière d'être apaisante, rassurante. Cela le troublait de voir à quel point il le remarquait. Ils atteignirent un petit poste de traite en fin d'après-midi. Jake avait prévu de continuer, mais un des chevaux boitait et ils avaient besoin de provisions. « Tout le monde dehors, annonça-t-il. Nous nous arrêtons pour la nuit. » Enfin, marmonna le marchand. Le poste de traite était tenu par un homme bourru nommé Coleman, avec qui Jake avait déjà eu affaire. Alors que les passagers entraient pour se réchauffer et trouver de la nourriture, Coleman prit Jake à part. « J'ai entendu parler de l'orage, » dit Coleman en allumant sa pipe. « Un mauvais. Assez mauvais. Vous avez une pire mine que d'habitude, Jake. » Et ce n'est pas peu dire. Jake ne répondit pas. Il se dirigea vers la petite écurie pour soigner le cheval blessé, mais Sarah le suivit. « Vous ne pouvez pas m'éviter éternellement, dit-elle. Je travaille. Moi aussi. » Elle prit une brosse et commença à panser un des autres chevaux sans qu'on le lui demande. « Nous devrions parler de la nuit dernière. Il n'y a rien à dire. Vous m'avez parlé de votre famille. » Les mains de Jake s'immobilisèrent sur la patte du cheval. « Je n'aurais pas dû. »« Pourquoi pas? »« Parce que ça ne change rien, dit-il durement. Elles sont toujours mortes. Je suis toujours seul. Et vous êtes toujours une passagère qui sera partie dans 2 jours. » Sarah posa la brosse. « C'est ça qui vous fait peur? Que je parte ou que je puisse rester? » Jake se leva et lui fit face. « Qu'est-ce que vous voulez de moi? »« Rien, dit-elle simplement. « Je ne veux rien de vous, Jake. J'essaie juste de comprendre pourquoi vous êtes si déterminé à vous punir. »« Je ne le suis pas. Si vous l'êtes, insista-t-elle. Chaque mot, chaque action, chaque choix de rester isolé, tout est une punition. Pourquoi? Pour avoir survécu alors qu'elles ne l'ont pas fait. » Les mots le frappèrent comme un coup de poing dans le ventre. Jake recula, la poitrine serrée. « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. »« Alors, dites-moi que j'ai tort, » le défia Sarah. « Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous ne vous blâmez pas pour leur mort. » Jake ne pouvait pas.
La vérité lui resta coincée dans la gorge, l'étouffant. C'est bien ce que je pensais, dit doucement Sarah. Jake, ce qui est arrivé à votre famille était une tragédie, mais ce n'était pas votre faute, et vous détruire ne les ramènera pas. Vous croyez que je ne le sais pas? La voix de Jake se brisa. Vous croyez que je ne me le dis pas tous les jours? Mais savoir et ressentir sont deux choses différentes, et je ne peux pas juste... Il s'arrêta, incapable de continuer. Les émotions qu'il avait enfermées pendant 6 ans menaçaient de se libérer, et il ne savait pas s'il pourrait y survivre. Sarah s'approcha. Vous n'avez pas à faire ça seul. Si je le dois, dit Jake, sa voix à peine plus qu'un murmure. Parce que tous ceux que j'ai aimés finissent par disparaître. Alors, vous allez juste continuer à fuir? Demanda Sarah. Continuez à conduire sur cette route. Continuez à vous dire que vous allez bien. Continuez à mourir un peu plus chaque jour jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Si c'est ce qu'il faut. Ce n'est pas vivre, Jake. C'est juste une façon plus lente de mourir. Ils se tenaient là, dans la pénombre de l'écurie, le poids d'une douleur inexprimée entre eux. Finalement, Jake se détourna. « Vous devriez vous reposer, dit-il. Nous partons à l'aube. » Il l'entendit soupirer, sentit son hésitation, mais elle finit par partir. Jake s'appuya contre le mur de l'écurie, ses jambes soudainement faibles. Il voulait la rappeler, voulait lui dire qu'elle avait raison, voulait admettre qu'il était fatigué de fuir. Mais il ne le fit pas, car vouloir et faire étaient deux choses différentes, et il avait oublié comment faire autre chose que survivre. Cette nuit-là, le poste de traite offrit des lits rudimentaires et un repas chaud. Les passagers mangèrent en silence, l'épuisement les rattrapant enfin. Jake s'assit à l'écart, comme toujours, mais se surprit à regarder Sarah. Elle avait attaché ses cheveux en arrière, révélant la ligne délicate de son cou. Elle lisait de nouveau son livre à la lueur d'une lampe. Coleman s'assit en face de lui. Cette institutrice a du feu en elle. C'est juste une passagère. Bien sûr, dit Coleman en souriant. De la même manière que vous allez très bien et que le soleil est juste chaud. Mon garçon, je vous connais depuis 3 ans et je ne vous ai jamais vu regarder quelqu'un comme vous la regardez. Je ne... Laissez tomber, l'interrompit Coleman. Je suis vieux, pas aveugle. La question est, qu'allez-vous faire à ce sujet? Rien, dit fermement Jake. Elle descend à Laramie. Je retourne en arrière. C'est la fin de l'histoire, si vous le dites. Coleman se leva en s'étirant. Mais il me semble que vous fuyez quelque chose depuis longtemps. Peut-être qu'il est temps de vous diriger vers quelque chose à la place. Jake ne répondit pas. Il finit son repas en silence, puis se retira dans sa chambre. Un petit espace à peine assez grand pour un lit. Mais le sommeil, comme toujours, était insaisissable. Vers minuit, un cri déchira le silence. Jake fut sur pied instantanément, pistolet à la main, se précipitant dans le couloir. D'autres portes s'ouvraient, des visages confus apparaissant. « Que s'est-il passé? » exigea le marchand. « Restez dans vos chambres, » ordonna Jake en se dirigeant vers le son. Il venait de la chambre de Sarah. Il fit éruption par la porte pour la trouver assise dans son lit, tremblante, le visage pâle. Aucune menace, aucun danger, juste elle et le cauchemar qui l'avait réveillée. Sarah, Jake abaissa son pistolet, son cœur battant toujours la chamade. Qu'est-ce qu'il y a? Elle le regarda, des larmes coulant sur son visage. Et pour la première fois depuis qu'il l'avait rencontrée, elle semblait brisée. « Je suis désolée, » allaitait-elle. « Je suis désolée. J'ai rêvé. » Jake rengaina son pistolet et s'approcha d'elle sans réfléchir. « De quoi avez-vous rêvé? »« Du feu, murmura-t-elle. J'étais de retour dans l'incendie qui a tué mon père. Je pouvais sentir la fumée, sentir la chaleur. J'ai essayé de l'atteindre, mais je ne pouvais pas bouger. Je l'ai juste regardé mourir à nouveau. » Jake comprenait. Mon Dieu, s'il comprenait. À quelle fréquence? Toutes les quelques semaines, amie Sarah, en s'essuyant les yeux. Parfois plus. Je pensais que c'était passé, mais l'orage d'hier, la fumée du feu dans la cabane, ça a tout fait remonter. Elle tremblait violemment maintenant, sa respiration saccadée. Jake reconnut les signes de quelqu'un qui se noie dans les souvenirs, dans la perte, dans le genre de douleur que le temps ne guérit pas. « Regardez-moi, dit-il fermement. Sarah, regardez-moi. » Elle croisa ses yeux et il y vit sa propre douleur reflétée. La même hantise, la même culpabilité, la même boucle sans fin de « et si ».
Respirez, ordonna-t-il. Juste respirez. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. C'est ça. Concentrez-vous sur ma voix. Elle suivit ses instructions, sa respiration se calmant lentement. Les autres passagers s'étaient rassemblés à la porte, mais Jake leur fit signe de s'éloigner. Elle va bien. Juste un cauchemar. Retournez vous coucher. Quand ils furent en studle, Sarah parla de nouveau. Vous en avez aussi, n'est-ce pas? Les cauchemars. Toutes les nuits, admit Jake, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Comment faites-vous pour gérer? Je ne dors pas, dit-il simplement. On ne peut pas faire de cauchemars si on ne dort pas. Sarah laissa échapper un rire tremblant. C'est une stratégie terrible. Vous en avez une meilleure? Elle resta silencieuse un moment. Puis, mon père me disait que la seule façon de traverser la peur, c'est d'y aller tout droit. Pas de la contourner, pas de s'en éloigner. La traverser. Ça a l'air douloureux. Ça l'est, acquiesça Sarah. Mais au moins, c'est honnête. Ils restèrent assis là, dans la pénombre de la chambre, deux personnes brisées reconnaissant leurs blessures communes. Jake savait qu'il devait partir, savait qu'il devait remettre de la distance entre eux. Mais il ne parvenait pas à bouger. « J'ai peur, Jake, » murmura Sarah. « J'ai peur de ne jamais me libérer de ça, de le porter pour toujours. »« Vous le porterez, » dit Jake. L'honnêteté était brutale mais nécessaire. « Vous le porterez jusqu'au jour de votre mort. » Mais peut-être que ce n'est pas la pire des choses. Comment pouvez-vous dire ça? Parce que ça veut dire qu'il comptait, dit Jake, sa voix rauque d'émotion. Parce que ça veut dire que ce que nous avons perdu était réel. Et si nous arrêtons de ressentir la douleur, ça veut dire que nous les avons oubliés. Et je préférerais souffrir chaque jour pour le reste de ma vie, plutôt que d'oublier le rire de ma fille. Les yeux de Sarah se remplirent de nouveau de larmes, mais cette fois, elle semblait différente, plus pure en quelque sorte. Je préférerais souffrir plutôt que d'oublier le sourire de mon père. Ils restèrent assis en silence, la compréhension mutuelle plus puissante que n'importe quel mot. Finalement, Jake se leva. « Essayez de dormir, dit-il. Je serai juste devant votre porte. S'il se passe quoi que ce soit, je serai là. » Jake. Sarah attrapa sa main alors qu'il se tournait pour partir. « Merci. » Il hocha la tête, incapable de parler à cause de la boule dans sa gorge, et partit. Fidèle à sa parole, Jake passa la nuit assis devant sa porte. Non pas parce qu'il pensait qu'il y avait un danger, mais parce que pour la première fois en 6 ans, le confort de quelqu'un d'autre importait plus que son propre isolement. Coleman le trouva là à l'aube. « Elle vous a vraiment eu, n'est-ce pas? » Jake ne le nia pas. « Ça n'a pas d'importance. Elle s'en va. Alors demandez-lui de ne pas le faire. »« Je ne peux pas. Vous ne pouvez pas ou vous ne voulez pas. » Jake se leva, son corps protestant contre la nuit passée sur le sol dur. « Quelle est la différence? » « La différence, dit Coleman, c'est que ne pas pouvoir signifie que vous n'avez pas le choix. Ne pas vouloir signifie que vous choisissez de la laisser partir. Alors, c'est lequel, Jake? » Jake n'avait pas de réponse. Il réveilla les passagers, vérifia les chevaux et se prépara à partir. Le cheval blessé allait mieux, mais boitait toujours. Il devrait y aller doucement. Sarah apparut alors qu'il chargeait la diligence. Elle avait l'air fatiguée mais calme, son armure de nouveau en place. Leurs regards se croisèrent brièvement, et à ce moment, Jake vit la question qu'elle ne poserait pas. Que se passe-t-il maintenant? Il détourna le regard le premier, car la réponse le terrifiait plus que n'importe quelle tempête n'aurait pu le faire. La diligence quitta le poste de traite alors que le soleil montait dans le ciel. Mais la tension à l'intérieur semblait plus épaisse que les nuages d'orage. Jake gardait les yeux sur la piste, mais son esprit était ailleurs. Sur le cauchemar de Sarah, sur ses larmes, sur la sensation de sa main quand elle avait saisi la sienne. « Cocher !» appela le marchand. « Combien de temps encore jusqu'à Laramie? »« 1 jour et demi si on a de la chance, » répondit Jake. « 2 jours si on n'en a pas. » Inacceptable. « On m'avait promis, on vous a promis un passage sûr, » l'interrompit Jake. « Pas des miracles. Vous y arriverez quand vous y arriverez. » Il entendit la voix de Sarah, plus basse, parlant au marchand. « Monsieur Piton, s'il vous plaît. Nous faisons tous de notre mieux. »« Votre mieux n'est pas assez bon, » lança Piton. « J'aurais dû prendre le train. »« Alors vous auriez dû prendre le train, » dit platement Jake. La matinée s'étira. La piste s'améliora légèrement, mais la roue endommagée faisait un bruit sinistre que Jake n'aimait pas. Il devrait la vérifier au prochain arrêt.
ce qui signifiait plus de retard, plus de temps avec Sarah, plus d'occasions pour elle de fissurer les parties de lui-même qu'il avait scellées. Vers midi, le jeune homme se pencha soudainement par la fenêtre de la diligence et vomit. Jake arrêta les chevaux. Tout le monde dehors. On fait une pause. Le jeune homme, qui s'appelait Thomas, apprit Jake, s'éloigna de la diligence en titubant, pâle et tremblant. Sarah se dirigea immédiatement vers lui. « Êtes-vous malade? » demanda-t-elle en posant une main sur son front. « Vous êtes brûlant. »« Je vais bien, » insista Thomas, bien que ce ne soit clairement pas le cas. « C'est juste la chaleur. »« Ce n'est pas la chaleur, » dit fermement Sarah. « Vous avez de la fièvre. Quand est-ce que ça a commencé? »« Hier, peut-être avant-hier. » Thomas vacilla sur ses pieds. « Je pensais que ça passerait. » Jake échangea un regard avec Sarah. Ils savaient tous les deux ce qu'une fièvre pouvait signifier ici. La grippe, le choléra, la typhoïde. N'importe quelle maladie qui pouvait tuer un homme en quelques jours. « Nous devons l'emmener chez un médecin, » dit Sarah. « Le médecin le plus proche est à Laramie, » répondit Jake. « C'est encore à 1 jour de route minimum. Il n'a peut-être pas 1 jour. » Jake se passa une main sur le visage. C'était exactement le genre de complications dont il n'avait pas besoin. Mais en regardant Thomas, en voyant la peur dans les yeux du garçon, il ne pouvait pas simplement l'abandonner. « Remettez-le dans la diligence, » dit Jake. « On va foncer. Plus d'arrêt, sauf si c'est absolument nécessaire. »« Et la roue? » demanda doucement Sarah. « Quoi, la roue? » « J'ai entendu le bruit qu'elle fait. Si elle casse, alors on marchera, » dit sombrement Jake. « Mais pour l'instant, l'emmener chez un médecin est plus important. » Ils remirent Thomas dans la diligence, Sarah supportant la majeure partie de son poids. La femme âgée, Mme Hartley, lui fit de la place pour s'allonger. Même Piton semblait calmé par la gravité de la situation. Jake remonta et poussa les chevaux plus fort qu'il n'aurait dû. Chaque grincement de la roue lui faisait serrer la mâchoire, mais ils n'avaient pas le choix. Il n'importe plus si Sarah grimpa pour s'asseoir à côté de lui sur le siège du cocher. « Vous ne devriez pas être ici, » dit Jake. Thomas dort, Mme Hartley le surveille. Sarah s'installa à côté de lui, assez près pour que leurs épaules se touchent presque, et j'avais besoin d'air. Ils roulèrent en silence pendant quelques minutes. Puis Sarah parla. « La nuit dernière. » « On n'a pas besoin de parler de la nuit dernière. »« Si on en a besoin, » insista Sarah. « Jake, vous êtes resté assis devant ma porte toute la nuit. »« Pourquoi? »« Parce que vous aviez peur. »« Et alors, je sais ce que ça fait, » dit Jake rudement. « Je sais ce que c'est de se réveiller terrifié et de n'avoir personne. Je ne voulais pas vous laisser ressentir ça. » Sarah resta silencieuse. Quand elle parla de nouveau, sa voix était douce. « Vous êtes un homme meilleur que vous ne le pensez. »« Ne faites pas ça, » avertit Jake. « Ne faites pas de moi quelque chose que je ne suis pas. Je ne fais de vous rien du tout. Je vois juste ce qui est là. Ce que vous voyez, c'est un homme qui est doué pour survivre et rien d'autre. Je vois un homme qui a été si blessé qu'il pense que ressentir quoi que ce soit est une faiblesse, » rétorqua Sarah. Je vois un homme qui se soucie tellement que ça le terrifie. Je vois un homme qui est resté assis devant la porte d'une étrangère toute la nuit parce qu'il ne supportait pas l'idée qu'elle soit seule avec ses cauchemars. Les mains de Jake se resserrèrent sur les rênes. « Vous ne me connaissez pas, Sarah, alors dites-moi que j'ai tort. » Elle se tourna pour lui faire face complètement. « Dites-moi que vous ne vous souciez pas. Dites-moi que la nuit dernière n'a rien signifié. Dites-moi que vous n'avez pas peur de ce qui se passe entre nous. » Il ne pouvait pas. Que Dieu lui vienne en aide, il ne pouvait pas lui mentir. « Peu importe ce que je ressens, » dit-il finalement. « Vous partez. Je pars. C'est la réalité. La réalité peut changer. »« Pas pour moi. »« Pourquoi pas? » exigea Sarah. « Pourquoi êtes-vous si déterminé à rester malheureux? »« Parce que être malheureux, c'est sûr. » Les mots explosèrent hors de lui. « Parce que être malheureux ne fait pas plus mal que ça ne fait déjà. Parce que si je me permets d'espérer, si je me permets de ressentir, si je me permets de vouloir quelque chose, quelqu'un, alors le perdre détruira ce qu'il reste de moi. » L'aveu resta en suspens dans l'air entre eux. La poitrine de Jake se souleva. Des années d'émotions enfouies, soudainement trop grandes pour être contenues. « Jake, ne... » dit-il, la voix brisée. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Sarah tendit la main et prit la sienne, entrelaçant ses doigts avec les siens. Jake tressaillit, mais ne se retira pas. « Vous n'allez pas me perdre, » dit-elle doucement.
Vous ne pouvez pas le promettre. Vous avez raison. Je ne peux pas. Sarah serra sa main. Mais je peux promettre que si vous n'essayez jamais, vous me perdrez de toute façon. Au moins de cette façon, il y a une chance. Avant que Jake ne puisse répondre, un cri vint de l'intérieur de la diligence. Il convulse. Sarah était de retour à l'intérieur en quelques secondes. Jake entendit le chaos. Madame Hartley qui pleurait. Piton qui jurait. La voix de Sarah qui perçait le bruit. Calme et autoritaire. Tenez-le fermement. Ne le laissez pas se mordre la langue. Jake arrêta les chevaux et descendit. À l'intérieur de la diligence, Thomas convulsait. Son corps était rigide, de l'écume aux lèvres. Sarah l'avait positionné sur le côté, ses mains maintenant sa tête stable. « Depuis combien de temps? » demanda Jake. « Ça vient de commencer, » dit Sarah. « Ça va passer, mais il a besoin d'un médecin maintenant, Jake. » Jake fit de rapides calculs dans sa tête. Ils étaient encore à des heures de Laramie. Mais il y avait un ranch à environ 2 heures au nord-est, les Henderson. Il pourrait avoir quelque chose, des médicaments, quelqu'un avec des connaissances médicales, n'importe quoi. Il y a un ranch, dit-il. C'est hors de la piste principale, mais c'est plus proche que Laramie. Vont-ils nous aider? Ils le feront si je le demande, dit Jake, bien qu'il n'ait pas parlé aux Henderson depuis plus d'1 an. Il n'avait pas voulu affronter leur pitié, leurs questions, leurs souvenirs de l'homme qu'il était autrefois. Mais la vie de Thomas importait plus que sa fierté. « Tenez bon, » leur dit Jake en remontant sur le siège du cocher. « Ça va être rude. » Il quitta la piste principale pour s'engager sur ce qui était à peine plus qu'un sentier. La roue hurla en protestation, mais elle tint bon, de justesse. Ils atteignirent le ranch Henderson alors que le soleil commençait sa descente. Jake avait à peine arrêté la diligence qu'il sautait déjà à terre, martelant la porte de la ferme. « Henderson, ouvrez! » La porte s'ouvrit pour révéler Robert Henderson, plus âgé et plus grisonnant que dans le souvenir de Jake, mais toujours fort. Son expression passa de la méfiance au choc. « Jake Donovan, c'est vraiment vous? »« J'ai besoin de votre aide, » dit Jake sans préambule. « J'ai un passager malade, fièvre, convulsions. Il a besoin d'un médecin ou il va mourir. » Henderson n'hésita pas. Martha appela-t-il à l'intérieur de la maison. « Prends la trousse de secours et envoie Billy chercher le Dr. Warren. » Martha Henderson apparut, jeta un coup d'œil à Jake et ses yeux se remplirent de larmes. « Jake! Oh, Jake, ça fait si longtemps. »« Pas maintenant, » dit Jake, mais pas méchamment. « S'il vous plaît, le garçon d'abord. » Ils transportèrent Thomas dans la maison, l'allongeant sur un lit dans la chambre d'amis. Martha prit le relais, ses années de médecine de frontière entrant immédiatement en action. Elle vérifia son pouls, sa température, regarda ses yeux. « Quand les symptômes ont-ils commencé? » demanda-t-elle. « Il a dit hier, peut-être avant-hier, » répondit Sarah. « La fièvre a empiré, la convulsion a commencé il y a environ 1 heure. » Martha hocha la tête d'un air sombre. « On dirait une fièvre cérébrale. Ça pourrait venir d'une blessure infectée. Ça pourrait être pire. On en saura plus quand le Dr. Warren arrivera. » Mais en attendant, elle énuméra des instructions et Sarah se mit à l'aider sans qu'on le lui demande. Jake se tenait à la porte, se sentant inutile. Henderson vint à côté de lui. « C'est votre femme? » demanda-t-il en désignant Sarah. « Non, juste une passagère. »« Elle ne vous regarde pas comme une simple passagère. » Jake ne répondit pas. Henderson lui tapa sur l'épaule. « Laissons les femmes travailler. On dirait que vous avez besoin d'un verre. » Ils s'assirent sur le poche, un whisky à la main, regardant le coucher de soleil peindre le ciel. Jake n'était pas venu ici depuis avant l'incendie, avant que tout ne finisse. « On a entendu pour Mary et Emma, » dit doucement Henderson. « On serait venu à l'enterrement, mais le temps que la nouvelle nous parvienne, vous étiez déjà partis. » Jake but une longue gorgée. « Rien à dire. C'est un mensonge, mais je vais laisser passer. » Henderson remplit leurs 2 verres. « Vous avez une mine affreuse, Jake, comme un homme qui a fui si longtemps qu'il a oublié comment s'arrêter. »« Je vais bien, un autre mensonge. » Henderson se pencha en arrière dans sa chaise. « Vous savez ce que Martha a dit quand elle a appris que vous conduisiez des diligences? » Il a dit, « Ce n'est pas vivre, c'est juste se déplacer. » Peut-être que se déplacer, c'est suffisant. Vraiment, le défailla Henderson. Parce que de là où je suis assis, vous avez l'air plus mort que vif. Jake voulait argumenter,
voulait défendre ses choix, mais les mots ne venaient pas. Parce que Henderson avait raison, Coleman avait raison, Sarah avait raison, il ne vivait pas, elle endurait seulement. Cette institutrice, continua Henderson, Sarah, c'est la première chose que j'ai vue mettre de la lumière dans vos yeux en 6 ans. Ne, pourquoi pas? Parce que c'est vrai, Henderson se pencha en avant. Jake, je ne vais pas vous dire d'oublier Mary et Emma. Elles étaient votre monde et les perdre vous a brisé. Mais vous êtes toujours là. Vous respirez toujours. Et à un moment donné, vous devez décider si vous allez honorer leur mémoire en restant en vie ou l'insulter en abandonnant. Je n'ai pas abandonné. Vraiment? Henderson se leva. Pensez-y, mon fils. Pensez-y vraiment. Il rentra, laissant Jake seul avec le whisky et ses pensées. Les heures passèrent. Le docteur Warren arriva et disparut dans la chambre avec Thomas. Les autres passagers avaient été nourris et avaient trouvé un endroit pour dormir. Les ranchs s'installa dans le calme. Jake resta assis sur le porche, incapable de se décider à entrer. Finalement, la porte s'ouvrit et Sarah sortit. « Comment va-t-il? » demanda Jake. « Stable. Le docteur Warren dit que c'est une infection grave d'une vieille blessure. Thomas voyageait avec ça sans traitement depuis des semaines. Il a de la chance d'être arrivé jusqu'ici. » Sarah s'assit à côté de lui. Le docteur dit qu'il vivra, mais il doit rester ici et se reposer au moins une semaine, peut-être plus. Jake hocha la tête. Cela signifiait laisser Thomas derrière, continuer avec moins de passagers. Cela signifiait aussi plus de retard. Les Henderson prendront bien soin de lui, dit-il. Ils ont l'air d'être de bonnes personnes, les meilleurs. Jake marqua une pause. Ils connaissaient ma femme, ma fille. Nous leur rendions visite avant que tout ne finisse. Sarah resta silencieuse, lui laissant l'espace de continuer s'il le voulait. Emma adorait cet endroit, dit Jake, les mots sortant plus facilement que prévu. Martha lui a appris à faire du pain. Robert la laissait aider avec les chevaux. Elle riait et courait partout comme si c'était le paradis. Sa voix se brisa. C'est le dernier endroit que nous avons visité en famille, 2 semaines avant l'incendie. Jake, Robert a demandé si vous étiez ma femme, l'interrompit Jake. Et j'ai dit non. J'ai dit que vous étiez juste une passagère. Mais ce n'est plus vrai, n'est-ce pas? Sarah se tourna pour lui faire face. Qu'est-ce que vous voulez dire? Je veux dire que quelque part entre l'orage et les cauchemars, et vous vous endormant contre mon épaule la nuit dernière au poste de traite pendant que je montais la garde, vous avez cessé d'être juste une passagère. Jake croisa son regard. Je veux dire que je suis terrifié par ce que ça signifie. Pourquoi? Parce que je ne sais pas comment faire ça, dit Jake, sa voix brute. Je ne sais pas comment laisser quelqu'un entrer. Je ne sais pas comment espérer. Je ne sais pas comment croire que je mérite une seconde chance. Sarah tendit la main et prit son visage entre ses mains, le forçant à maintenir le contact visuel. Alors apprenez, un jour à la fois, un moment à la fois, avec moi. Et si j'échoue? Et si je n'y arrive pas? Alors on trouvera une solution ensemble, dit fermement Sarah. Jake, je ne vous demande pas d'être parfait. Je ne vous demande pas d'avoir toutes les réponses. Je vous demande juste d'essayer. Jake sentit quelque chose se briser en lui. Pas le mauvais genre de brisure, les murs qui s'effondrent, l'armure qui se brise, mais le bon genre, celui qui laisse entrer la lumière. Je ne sais pas comment être avec quelqu'un à nouveau, admit-il. Moi non plus, confessa Sarah. Je suis seule depuis 3 ans. Je me suis convaincu que je n'avais besoin de personne, que j'étais mieux indépendante. Mais Jake, je ne veux plus être seule. Et je ne pense pas que vous le vouliez non plus. Elle avait raison. Mon Dieu, elle avait raison. Jake était fatigué. Fatigué de fuir. Fatigué de s'isoler. Fatigué de prétendre qu'il allait bien alors qu'il se noyait. Je ne suis pas doué pour ça, prévint-il. Je suis brisé et amer. Et moi aussi, l'interrompit Sarah. Nous sommes tous les deux abîmés, tous les deux hantés, tous les deux effrayés. Mais peut-être que c'est exactement pour ça que nous nous comprenons. Jake la rapprocha, posant son front contre le sien. Je ne peux pas promettre que ce sera facile. Je ne veux pas que ce soit facile, dit Sarah. Je veux que ce soit réel. Ils restèrent assis là, sur le porche des Henderson, 2 personnes brisées, trouvant des morceaux l'une de l'autre dans l'obscurité. Et pour la première fois en 6 ans, Jake ressentit autre chose que le vide. Il ressentit de l'espoir. À l'intérieur, Martha Henderson regardait par la fenêtre et sourit.
Il était temps, murmura-t-elle. La nuit s'approfondit et finalement l'épuisement les gagna tous les deux. La tête de Sarah tomba sur l'épaule de Jake, sa respiration se régularisant alors que le sommeil l'emportait. Jake la tenait, ses bras enroulés autour d'elle, sentant la chaleur d'une autre personne pour la première fois depuis des années. C'était ce que Sarah avait voulu dire en parlant de traverser la peur au lieu de la contourner. Cela le terrifiait, sa confiance, sa vulnérabilité, sa volonté de le laisser entrer malgré tout. Mais c'était aussi comme rentrer à la maison après un long et froid voyage. « J'essaierai, murmura-t-il à sa forme endormie. Je ne sais pas si j'en suis capable, mais j'essaierai. Et à ce moment-là, essayer semblait suffisant. Le matin arriva trop vite, volant la chaleur de la nuit et la remplaçant par la froide réalité. Jake se réveilla avec Sarah toujours contre lui, son poids familier maintenant, confortable d'une manière qui le terrifiait et le réconfortait à la fois. Il ne bougea pas. Il ne voulait pas briser l'instant. Mais la voix de Martha Henderson depuis le seuil de la porte le brisa de toute façon. Le petit déjeuner est prêt, et Jake, vous deux, vous feriez mieux de rentrer avant que tout le ranch ne commence à jaser. Sarah s'agita, relevant la tête. Ses yeux rencontrèrent les siens, et pendant un moment, aucun ne parla. Puis elle sourit, hésitante et pleine d'espoir. « Bonjour, dit-elle doucement. « Bonjour. » La voix de Jake était rauque. « On devrait, je sais. » Sarah se leva, lissant sa robe. La réalité n'attend personne. Mais alors qu'ils entraient, Jake attrapa sa main, la serrant une fois. Une promesse, un commencement. Au petit déjeuner, le docteur Warren donna son évaluation finale sur Thomas. Il vivra, mais il ne voyagera nulle part pendant au moins 2 semaines, peut-être 3. Cette infection était profonde. Nous pouvons le garder ici, dit fermement Martha. Il gagnera sa vie une fois qu'il sera sur pied, mais il est le bienvenu aussi longtemps qu'il en aura besoin. Thomas, réveillé mais faible, regarda Jake avec culpabilité. « Je suis désolé, j'aurais dû dire quelque chose plus tôt. »« Vous êtes en vie, » dit Jake. « C'est ce qui compte. » Pouton, cependant, n'avait pas cette patience. « C'est ridicule. Nous avons maintenant un jour de retard à cause des retards, des orages et des passagers malades. Quand arriverons-nous enfin à Laramie? »« Aujourd'hui, » dit Jake. « Si nous partons dans l'heure et que la roue tient. Si... » Le visage de Python devint rouge. « Vous voulez dire que vous conduisez toujours cette diligence avec une roue endommagée? Préférez-vous marcher? » demanda platement Jake. Le marchand balbutia, mais Sarah intervint de nouveau. « Monsieur Python, nous sommes tous frustrés, mais se disputer ne réparera pas la roue. Arrivons simplement à Laramie en toute sécurité, et ensuite vous pourrez déposer toutes les plaintes que vous voudrez. » Ils partirent 1 heure plus tard. Les Henderson se tenaient sur le porche en agitant la main. Martha avait pris Jake à part avant leur départ. « Cette fille vous aime, » avait-elle dit sans détour. « Et à moins que je ne sois aveugle, vous ressentez la même chose. Alors, qu'allez-vous faire à ce sujet? » « Je ne sais pas, » avait admis Jake. « Eh bien, trouvez une solution, » avait dit Martha en le serrant fort dans ses bras. « Mary n'aurait pas voulu que vous soyez seul pour toujours. Et Emma aurait voulu que son papa soit heureux. » Les mots restèrent avec lui, alors que la diligence roulait vers Laramie. Sarah était montée à côté de lui de nouveau, ignorant les convenances, et ils roulèrent dans un silence complice. « Que se passe-t-il quand on arrive là-bas? » demanda finalement Sarah. Jake redoutait cette question. « Vous commencez votre poste d'enseignante, je fais demi-tour et je repars. C'est tout, c'est le travail. » Sarah se tourna pour lui faire face. « Et nous, je ne sais pas, » dit honnêtement Jake. « Je ne sais pas comment ça marche. Je ne sais pas ce que je peux vous offrir. Je suis un conducteur de diligence sans maison, sans perspective, et avec assez de bagages émotionnels pour remplir 3 diligences. Je ne demande pas de perspective, » dit Sarah. « Je demande si vous voulez ça, si vous nous voulez. »« Bien sûr que je le veux, » dit Jake, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. « Mais vouloir et avoir sont 2 choses différentes. Vous avez un travail qui vous attend, un avenir. Je ne peux pas vous demander d'y renoncer. Vous ne me le demandez pas, je choisis. » La mâchoire de Sarah se serra obstinément. « Jake, j'ai passé 3 ans à me convaincre que je n'avais besoin de personne, que l'indépendance suffisait. Mais ce n'est pas le cas. C'est juste une autre forme de solitude. Alors, qu'est-ce que vous dites? » « Je dis qu'on trouvera une solution, » dit Sarah. « Ensemble. Peut-être que vous ne conduirez plus sur cette route. Peut-être que je ne prendrai pas le poste d'enseignante.
Peut-être qu'on trouvera une troisième option à laquelle aucun de nous n'a encore pensé. Jake voulait croire que ça pouvait être aussi simple. Mais la vie lui avait appris que rien ne l'était jamais. Avant qu'il ne puisse répondre, la roue fit un bruit de coup de feu. La diligence fit une embardée violente. Jake lutta pour contrôler les chevaux alors que la roue endommagée cédait finalement, se brisant en morceaux. La diligence pencha dangereusement et Jake entendit des cris de l'intérieur. « Sautez !» cria-t-il à Sarah, alors même qu'ils se jetaient hors de la diligence. Ils heurtèrent le sol durement. La diligence pencha davantage, puis s'écrasa sur le côté avec un bruit qui sembla secouer la terre elle-même. Les chevaux hurlèrent, emmêlés dans leur harnais, paniquant. Jake fut sur pied instantanément, ignorant la douleur qui lui traversait l'épaule. « Sarah, je vais bien. » Elle se dirigeait déjà vers la diligence. Les passagers. Ensemble, ils ouvrirent la porte, maintenant tournés vers le ciel. À l'intérieur, le chaos. Madame Hartley était inconsciente, du sang coulant d'une entaille sur son front. Son mari était conscient mais hébété, tenant son bras. Priton criait à propos de procès et de négligence. « Sortez-les » ordonna Jake. « Maintenant. » Ils sortirent les passagers un par un. Madame Hartley était la plus gravement blessée. Sarah pressa un tissu sur la blessure, essayant d'arrêter le saignement. « À quelle distance sommes-nous de Laramie ?» demanda Sarah d'urgence. Jake regarda autour de lui, se repérant. 4, peut-être 5 miles. « Elle a besoin d'un médecin. »« Maintenant. »« Je vais partir en éclaireur, » dit Jake, se dirigeant déjà vers les chevaux. Mais quand il les atteignit, son cœur se serra. L'un était boiteux, ménageant sa patte avant. L'autre était coupé par le harnais, saignant, mais pas de manière critique. « On ne peut pas les monter, » dit Jake, la réalité s'installant comme du plomb dans son estomac. « Ils n'y arriveront pas. »« Alors on marche, » dit Sarah. « Ou plutôt, vous courez, je resterai avec eux. »« Je ne vous laisse pas seul, Jake. » La voix de Sarah perça sa panique. « Madame Hartley mourra si nous n'obtenons pas d'aide. Vous pouvez courir 5 miles plus vite que n'importe lequel d'entre nous ne peut marcher. Vous savez que j'ai raison, elle l'avait. Mon Dieu, elle l'avait. Mais l'idée de la laisser, que quelque chose se passe pendant son absence, menaçait de le défaire. « Rien ne va se passer, » dit Sarah, lisant son expression. « On ira bien, mais vous devez y aller maintenant. » Jake hésita une seconde de plus, puis attira Sarah à lui, l'embrassant fort et vite. « Je reviendrai. Je jure que je reviendrai. Je sais, » dit Sarah, puis le repoussa. « Courez !» Jake courut, ses bottes martelaient la piste, ses poumons le brûlaient, son épaule blessée hurlait, mais il ne s'arrêta pas. Il ne pouvait pas. Sarah comptait sur lui. Madame Hartley comptait sur lui. Pour la première fois en 6 ans, des champs avaient besoin de lui et il ne les décevrait pas. Les kilomètres se confondirent. Son corps voulait abandonner, voulait s'effondrer. Mais Jake poussa plus fort. Il pensa au visage de Sarah, à sa foi en lui, à la promesse qu'il avait faite. Il pensa à Mary et Emma, à la seconde chance qu'on lui avait donnée et qu'il avait failli gâcher. Il pensa à tout ce qu'il risquait de perdre s'il arrêtait de courir maintenant. Laramie apparut à l'horizon comme un salut. Jake fit irruption en ville, les yeux fous et désespérés, criant à l'aide. « Un médecin, j'ai besoin d'un médecin. » Les gens le dévisageaient. Certains s'écartèrent de ce fou couvert de terre et de sang. Mais un homme s'avança. Plus âgé, barbu, portant une sacoche médicale. « Je suis le docteur Frazier. » Que s'est-il passé? Accident de diligence à 4 miles d'ici. Une femme avec une blessure à la tête a besoin d'aide maintenant. Jake pouvait à peine sortir les mots entre 2 allaitements. D'autres blessés aussi. « Riley !» cria le docteur Frazier à un jeune homme à proximité. « Va chercher le chariot. Apporte des bandages et des couvertures. » Il se tourna vers Jake. « Montrez-moi où. » Ils montèrent dans un chariot. Le docteur Frazier, 2 volontaires et Jake. Le trajet du retour sembla une éternité. Chaque seconde 1 heure, chaque minute un jour. L'esprit de Jake s'emballait avec les pires scénarios. Et s'il était trop tard? Et si quelque chose s'était passé pendant son absence? Quand ils atteignirent enfin le lieu de l'accident, le cœur de Jake faillit s'arrêter. Sarah se tenait debout, tenant un fusil qu'il ne savait pas qu'elle avait, le pointant sur 3 hommes à cheval. Piton était derrière elle, pâle et tremblant. Monsieur Hartley se tenait de manière protectrice au-dessus de sa femme inconsciente. « J'ai dit, reculez. »
La voix de Sarah était stable malgré le fusil qui tremblait dans ses mains. Vous ne prendrez rien. C'est beaucoup de bagages pour 4 personnes, dit l'un des hommes en souriant. On dirait que vous pourriez partager. On dirait que vous pourriez partir avant que quelqu'un ne se blesse, rétorqua Sarah. Jake sauta du chariot avant qu'il ne s'arrête complètement, dégainant son propre pistolet. Elle a raison. Partez maintenant. Les 3 hommes regardèrent Jake, le chariot, le docteur Frazier et les volontaires. Les chances avaient tourné. Après un moment de tension, ils tournèrent leurs chevaux et s'éloignèrent. Sarah abaissa le fusil et Jake vit que ses mains tremblaient violemment. Il lui prit l'arme, la mit de côté, puis la serra contre lui. « Vous êtes en sécurité, » dit-il dans ses cheveux. « Vous êtes en sécurité maintenant. » « Ils sont arrivés environ 20 minutes après votre départ, » dit Sarah, sa voix étouffée contre sa poitrine. « Ils ont vu l'accident. Ils ont pensé qu'on serait des cibles faciles. J'ai trouvé votre fusil dans l'épave. »« Vous n'avez jamais tiré avec une arme de votre vie, n'est-ce que pas? » demanda Jake. « Il y a une première fois à tout. » Sarah se recula, tentant un sourire. « Comment j'étais? »« Terrifiante, » dit honnêtement Jake. « Impressionnante aussi, et ne refaites plus jamais ça. » Le docteur Frazier s'occupait déjà de Madame Hartley. Les blessures à la tête saignent énormément, mais elle s'en sortira. Elle a besoin de points de suture et de repos. Mais elle vivra. Le soulagement qui submergea Jake faillit le faire plier. Tout le monde irait bien, tout le monde survivrait. Ils chargèrent les passagers dans le chariot. Les bagages, ce qui pouvait être sauvé, furent attachés. Les chevaux, la diligence endommagée, devraient être récupérés plus tard. Pour l'instant, mettre tout le monde en sécurité était le plus important. Alors que le chariot roulait vers Laramie, Sarah était assise contre Jake, son bras autour de ses épaules. « Vous êtes revenu, » dit-elle doucement. « J'avais promis que je le ferais. » « Je sais, mais les promesses et les tenir ne sont pas toujours la même chose. » Jake comprit ce qu'elle voulait dire. Il avait fait des promesses avant, à Mary, à lui-même, des promesses qu'il n'avait pas pu tenir. Mais celle-ci, il l'avait tenue. « J'ai fini de briser les promesses, dit-il, surtout envers vous. » Laramie les accueillit dans un chaos organisé. Le docteur Frazier emmena Mme Hartley à son cabinet. Monsieur Hartley l'accompagna. Piton trouva immédiatement le bureau de la compagnie de diligence pour déposer des plaintes. Sarah et Jake se tenaient dans la rue, soudainement seuls, malgré la foule autour d'eux. « Je devrais prendre des nouvelles de Mme Hartley, » dit Sarah, sans bouger. « Vous devriez, » acquiesça Jake, sans bouger non plus. Ils restèrent là, le poids de la suite des événements pesant sur eux. Sarah avait un travail qui l'attendait. Jake avait une route à terminer. La réalité exigeait qu'ils se séparent. « L'école m'attend demain, » dit finalement Sarah. « Je dois faire mon rapport à la compagnie. Organiser la récupération de la diligence, » dit Jake. « Alors, c'est tout? » La voix de Sarah se brisa légèrement. « Après tout ça, on se sépare comme ça? » Non, le mot sortit avec plus de force que Jake ne l'avait prévu. « Non, ce n'est pas comme ça que ça se termine. » Alors, comment ça se termine? Jake prit ses 2 mains dans les siennes. « Ça ne se termine pas. Nous ne nous terminons pas. Je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Je ne sais pas comment on va faire marcher ça. Mais je sais que je ne vais pas vous perdre. Pas après vous avoir à peine trouvé. Pas après que vous m'ayez rappelé ce que ça fait d'être en vie. »« Jake, je vais se quitter de la route, » dit-il, la décision se solidifiant alors même qu'il parlait. « Je trouverai du travail ici à Laramie. Je ferai tout ce qu'il faudra. Parce que vous avez raison. Je meurs lentement depuis 6 ans et j'en ai marre. J'en ai marre de fuir. J'en ai marre d'être seul. J'en ai marre de me punir d'avoir survécu. » Les yeux de Sarah se remplirent de larmes. « Vous abandonneriez la route pour moi? »« Je n'abandonne rien, » dit Jake. « Je choisis enfin quelque chose. Je vous choisis. Je nous choisis. Je choisis de vivre au lieu de simplement exister. Et si c'est difficile? » demanda Sarah. « Et si on a du mal? Et si... » « Alors on aura du mal ensemble, » l'interrompit Jake. « Sarah, je ne peux pas promettre la perfection. Je ne peux pas promettre la facilité. Mais je peux promettre que j'essaierai chaque jour. Et je peux promettre que vous n'affronterez plus jamais rien seul. » Sarah lui jeta les bras autour du cou et Jake la serra comme si elle était la seule chose solide dans un monde changeant.
Parce qu'elle l'était. Elle était son ancre, son espoir, sa seconde chance à une vie qu'il pensait terminée. Je vous aime, murmura Sarah contre sa poitrine. Je sais que c'est trop tôt. Je sais que c'est fou, mais je vous aime. Le souffle de Jake se coupa. 3 mots, 3 simples mots qu'il pensait ne plus jamais entendre ou dire. Je vous aime aussi, dit-il, et sentit ses derniers murs s'effondrer enfin. Que Dieu me vienne en aide. Je vous aime aussi. Ils se tenaient au milieu de l'air ami, se serrant l'un contre l'autre. 2 personnes brisées se rendant entières. L'avenir était incertain, le chemin à parcourir flou. Mais pour la première fois en 6 ans, Jake Donovan n'avait pas peur de demain. Parce que demain signifiait Sarah, et Sarah signifiait un foyer. Le bureau de la diligence sentait le tabac et le vieux cuir quand Jake y entra le lendemain matin. Sa lettre de démission pliée dans sa poche. Donovan. Le chef de gare, un homme au visage dur nommé Crawford, leva les yeux de son registre. « J'ai entendu parler de l'accident. Vous allez bien? »« Je vais bien. Les passagers vont bien. La diligence a besoin de réparation. Et la roue que je vous ai dit de remplacer il y a 3 semaines? » Les yeux de Crawford se plissèrent. « Celle que vous avez dit qui pouvait attendre. » La mâchoire de Jake se crispa. « Elle a tenu jusqu'à hier. Personne n'est mort. »« Personne n'est mort cette fois, » corrigea Crawford. « Mais la politique de la compagnie est claire. L'équipement endommagé est remplacé immédiatement. Vous avez ignoré le protocole. J'ai suivi mon jugement. Votre jugement a failli tuer des gens. » Crawford se leva, sa voix se durcissant. « Vous êtes suspendu, en attente d'une enquête. 2 semaines, sans salaire. Si la compagnie décide que vous êtes négligent, vous êtes renvoyé. » Jake sortit la lettre de sa poche et la posa sur le bureau. « Alors ça facilite les choses. Je démissionne. » Crawford fixa la lettre, puis Jake. « Vous abandonnez après 5 ans sur cette route. Je marche vers quelque chose de mieux, » dit simplement Jake. L'institutrice. Ce n'était pas une question. La lèvre de Crawford se retroussa. « Vous jetez un travail stable pour une femme que vous avez rencontrée il y a 3 jours. Je choisis une vie plutôt qu'un travail, » corrigea Jake. « Il y a une différence. » Crawford secoua la tête. « Vous le regretterez. Croyez-moi sur parole, Donovan. Vous reviendrez ici dans 1 mois en suppliant pour récupérer votre route. » « Je ne le ferai pas, » dit Jake et sentit la vérité de ses mots s'installer en lui. « J'ai fini de fuir. » Il sortit sans se retourner, se sentant plus léger qu'il ne l'avait été depuis des années. La route, le travail, les kilomètres infinis de néant. Ils avaient été sa prison déguisée en but. Maintenant, il était libre. Mais la liberté venait avec sa propre terreur. Il n'avait pas de travail, des économies minimes et une femme qui méritait mieux que ce qu'il pouvait actuellement offrir. La réalité le frappa alors qu'il se tenait dans la rue. Le soleil du matin trop brillant, la ville trop bruyante. Des doutes déjà. Jake se retourna pour trouver Sarah qui approchait, son expression pleine de compréhension. « Comment avez-vous... »« Je vous ai vu entrer. J'ai vu votre visage quand vous êtes sorti. » Elle lui prit la main. « Parlez-moi. Je n'ai pas de travail, pas de perspective, rien à vous offrir sauf des promesses et de l'espoir. C'est plus que ce que la plupart des gens ont, » dit Sarah. « Jake, je ne m'attends pas à ce que vous ayez tout réglé aujourd'hui. Nous construirons quelque chose ensemble, un pas à la fois. Et si j'échoue? Et si je ne peux pas subvenir à nos besoins? Alors, on trouvera une solution ensemble, » l'interrompit fermement Sarah. « Arrêtez d'essayer de tout faire seul. C'est ce qui vous a mis dans ce pétrin en premier lieu. » Jake voulait argumenter, mais elle avait raison. Toute sa vie depuis l'incendie avait été une question d'isolement, de refus d'aide, de punition. Plus maintenant. « L'école veut que je commence aujourd'hui, » dit Sarah. « Venez avec moi, rencontrez les élèves. Voyez à quoi notre vie ici pourrait ressembler. » L'école était petite, usée par le temps, remplie d'enfants de 6 à 16 ans. Ils fixèrent Jake avec une curiosité non dissimulée lorsque Sarah le présenta. « Voici M. Donovan, » dit-elle. « Il va m'aider aujourd'hui. »« Vous êtes instituteur aussi ?» demanda une fille d'environ 10 ans. « Non, » admet Jake, « mais j'apprends. » Les enfants ricanèrent et Jake sentit quelque chose d'inattendu. Un sourire se dessinait sur ses lèvres. Quand avait-il souri pour la dernière fois? Vraiment souri. La journée se déroula dans un chaos organisé. Sarah enseignait avec patience et fermeté, commandant le respect sans l'exiger. Jake se retrouva à aider les plus jeunes avec leur lecture,
à réparer un bureau cassé, à régler des disputes pendant la récréation. C'était épuisant et chaotique, et complètement différent de la vie solitaire qu'il avait menée. C'était aussi merveilleux. Pendant le déjeuner, Sarah le trouva dehors, regardant les enfants jouer. Vous êtes doué avec eux, dit-elle. Ce sont de bons enfants. Jake marqua une pause. Emma aurait eu leur âge maintenant, 13 ans. Elle adorait l'école, adorait apprendre. Sarah lui serra la main. Parlez-moi d'elle. Et Jake le fit. Pour la première fois en 6 ans, il parla de sa fille sans que les mots ne l'étouffent. Il raconta à Sarah le rire d'Emma, sa curiosité, sa détermination têtue. Il lui parla de la gentillesse de Mary, de sa force, de sa foi inébranlable en lui. Elle vous aurait aimé, dit-il finalement. Mary aurait vu la force en vous. Emma aurait voulu être comme vous. J'aurais aimé les connaître, dit doucement Sarah. Moi aussi. Jake se tourna vers elle. Mais Sarah, vous aimer ne veut pas dire que je les oublie. Ça veut dire que je me permets enfin de vivre à nouveau. Il y a une différence. Avant que Sarah ne puisse répondre, l'un des garçons plus âgés accourut. Mademoiselle Weston, Jimmy et Tom se battent. Ils se précipitèrent de l'intérieur pour trouver deux garçons se battant par terre, d'autres élèves les encourageant. Jake intervint sans réfléchir, les séparant avec une aisance exercée. « Assez, dit-il fermement. « De quoi s'agit-il? »« Il a dit que mon père est un ivrogne, cria un garçon. « Ton père est un ivrogne, hurla l'autre. Tout le monde le sait. »« Vous deux, asseyez-vous, ordonna Sarah. La pièce devint silencieuse. Se battre ne résout pas les problèmes, ça en crée de nouveaux. Maintenant, vous resterez tous les deux après l'école et écrirez des excuses. Compris? Les garçons hochèrent la tête d'un air maussade et le reste de la journée se déroula sans incident. Mais après le départ des élèves, Sarah s'assit à son bureau, l'air soudainement épuisé. « Chaque jour est comme ça, dit-elle. Gérer les conflits, donner des leçons, essayer d'atteindre des enfants qui ne veulent pas être atteints. C'est plus difficile que ce que je pensais. Vous vous en sortez très bien, l'assura Jake. Vraiment? Sarah leva les yeux vers lui. La moitié de ses enfants savent à peine lire. Leurs parents ne valorisent pas l'éducation. Le conseil scolaire me payait à peine assez pour survivre, et je suis censé faire une différence. Vous le faites déjà, dit Jake. Je l'ai vu aujourd'hui. Ces enfants vous respectent. Ils vous écoutent. Ça compte. Sarah sourit avec lassitude. Vous êtes bon pour ma confiance. Vous êtes bon pour mon âme, répondit Jake, et il le pensait. Ils retournèrent à la pension de Sarah, une petite chambre dans la maison d'une veuve. C'était exigu, simple, mais propre. Sarah se l'était déjà approprié, avec des livres sur toutes les surfaces. « Je dois trouver du travail, dit Jake. Du vrai travail, quelque chose qui peut subvenir. » Il s'arrêta, l'hypothèse trop grande pour être exprimée. « Subvenir à nos besoins, termina Sarah. Jake, je gagne assez pour moi. Vous n'avez pas à le faire. »« Je le veux, l'interrompit Jake. Je veux construire quelque chose, pas seulement pour vous, mais pour nous. Je veux une maison, Sarah. Une vraie maison. Quelque chose de permanent. Alors nous la construirons, dit Sarah ensemble. La semaine suivante les mit à l'épreuve d'une manière qu'aucun d'eux n'attendait. Jake trouva du travail au magasin général. Inventaire, livraison, réparation. C'était mal payé, mais régulier. Sarah fit face à des élèves de plus en plus difficiles et à un conseil scolaire peu coopératif. Il se voyait dans des moments volés. Le petit déjeuner avant sa journée d'école, le dîner après son travail. Des soirées tranquilles à lire ensemble dans sa petite chambre. C'était dur. C'était épuisant. C'était le plus heureux que Jake ait été en 6 ans. Mais Robert Henderson arriva à Laramie avec une nouvelle qui brisa leur paix fragile. Jake était au magasin quand Henderson le trouva, le visage grave. « Jake, nous devons parler en privé. » Ils entrèrent dans l'arrière-salle et l'estomac de Jake se noua à l'expression de Henderson. « Que s'est-il passé? C'est Thomas? Martha? » « Thomas va bien. Il guérit encore, mais il va bien. » Henderson sortit une lettre. « Elle est arrivée au ranch hier. Elle vous est adressée par un avocat de Cheyenne. » Les mains de Jake tremblaient en l'ouvrant. Les mots dansaient devant ses yeux, mais certaines phrases ressortaient. Règlement de succession, héritier survivant, héritage de Mary Donovan, importante propriété foncière. « Je ne comprends pas, dit Jake. Mary n'avait pas d'héritage. Sa famille l'a renié quand elle m'a épousé. »« Apparemment, son père est mort il y a 6 mois, expliqua Henderson.
Et malgré le reniement, elle était toujours son héritière. La succession a été bloquée dans des procédures légales, mais c'est résolu maintenant. Jake, vous héritez d'une somme considérable. Des biens, de l'argent, des actifs. Assez pour changer votre vie. Jake s'assit lourdement. Le père de Mary l'avait méprisé, l'avait traité de vaurien. Il avait dit à Mary qu'elle gâchait sa vie. Et maintenant, il offrait la rédemption d'outre-tombe. Il y a plus, dit Henderson avec précaution. L'avocat dit que vous devez venir à Cheyenne pour signer les papiers, réclamer l'héritage. Mais Jake, la mère de Mary, est toujours en vie. Elle conteste le testament. Elle dit que vous ne méritez pas un centime de l'argent de son mari. Elle a raison, dit Jake d'une voix sourde. Je ne le mérite pas. Mais bien sûr que si, dit Henderson sèchement. Mary était sa fille. Vous étiez son mari. C'est à vous de droit. Mais Jake l'entendit à peine. Son esprit était en ébullition, les souvenirs l'assaillant. Les dernières mots du père de Mary avant leur départ. Tu ne seras jamais assez bien pour elle. Et quand tu me donneras raison, ne reviens pas en rampagne. Avait-il eu raison? L'absence de Jake la nuit de l'incendie l'avait-elle prouvé? Sarah le trouva 1 heure plus tard, toujours assis dans l'arrière-salle, la lettre froissée dans son poing. Jake, dit Henderson. Elle vit son visage et s'arrêta. Qu'est-ce qui ne va pas? Il lui tendit la lettre. Sarah la lut, son expression passant de la confusion à la compréhension. C'est une bonne nouvelle, dit-elle avec précaution. N'est-ce pas? Vraiment? Jake se leva, faisant les 100 pas. La mère de Mary conteste. Elle va traîner ça devant les tribunaux. Elle va me faire prouver que je le mérite. Elle va me faire revivre chaque instant de cette nuit. Expliquer pourquoi je n'étais pas là. Justifier pourquoi je suis en vie alors que sa fille ne l'est pas. Jake, peut-être qu'elle a raison, dit-il, la voix brisée. Peut-être que je ne le mérite pas. Peut-être que j'aurais dû mourir dans cet incendie aussi. Ne faites pas ça. La voix de Sarah claqua comme un fouet. N'osez pas retourner dans cet état. Vous avez fait trop de chemin. Vraiment? Jake se tourna vers elle. Ou est-ce que j'ai juste fait semblant, me faisant croire que je méritais une seconde chance, alors que je n'ai même pas pu protéger ma première famille? Vous n'auriez pas pu les sauver, dit fermement Sarah. Vous n'étiez pas là. Ce n'était pas votre faute. J'aurais dû être là. Les mots explosèrent hors de lui. J'aurais dû être à la maison. J'aurais dû. Vous auriez dû quoi? Exigea Sarah. Mourir avec elle? C'est ce que vous pensez que Mary aurait voulu. Que vous abandonniez, que vous gâchiez le reste de votre vie à vous punir? Je ne sais pas ce qu'elle aurait voulu, cria Jake, parce que je n'ai jamais pu le lui demander. Je n'ai jamais pu lui dire au revoir. Je suis rentré, il n'y avait que des cendres, du silence et rien. La pièce devint silencieuse. La poitrine de Jake se soulevait. Des années d'angoisse refoulées finissant par éclater. Sarah ne bougea pas, ne parla pas, attendit simplement. « J'ai peur, murmura finalement Jake. J'ai peur d'aller à Cheyenne. Peur d'affronter sa mère. Peur de réclamer quelque chose que je ne mérite pas. Peur qu'accepter cet héritage signifie que je tourne la page. Et tourner la page signifie les oublier. » Sarah s'approcha de lui, prenant son visage entre ses mains. « Accepter votre héritage ne signifie pas oublier. Cela signifie honorer la mémoire de Mary en vivant réellement, en construisant quelque chose à partir des cendres, en prouvant à son père qu'il avait tort à votre sujet. Et si je n'y arrive pas, et si j'affronte sa mère et que je craque, alors je serai là pour vous rattraper, dit simplement Sarah. Jake, vous n'avez pas à faire ça seul. Vous n'aurez plus jamais à faire quoi que ce soit seul. C'est ça l'amour. Jake la serra contre lui, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Venez avec moi à Cheyenne, ça sert. Je ne peux pas faire ça sans vous. Je ne peux pas quitter l'école, s'il vous plaît. » Jake se recula pour la regarder. « J'ai besoin de vous là-bas. J'ai besoin de savoir que je n'affronte pas ça seul. » Sarah hésita, puis hocha la tête. « D'accord, nous dirons au conseil scolaire que j'ai besoin d'1 semaine. S'il ne me l'accorde pas, je démissionnerai. » « Sarah, vous ne pouvez pas. »« Si je le peux, dit-elle fermement, parce que vous comptez plus que ce travail. Nous comptons plus. Maintenant, allons à Cheyenne et réclamons ce qui vous revient. » Le voyage jusqu'à Cheyenne prit 3 jours. Ils voyagèrent en train cette fois, assis près l'un de l'autre, les mains entrelacées. Jake était silencieux,
perdu dans ses souvenirs et ses peurs. Sarah ne le poussa pas, resta simplement présente, solide, réelle. Le bureau de l'avocat était impressionnant. Bois poli, fauteuils en cuir, étagères de volumes juridiques. L'avocat lui-même, un homme nommé Sutton, les accueillit formellement. Monsieur Donovan, merci d'être venu. J'espère que vous avez examiné les documents. Je les ai examinés, dit Jake, la voix tendue. Bien. Alors vous comprenez que l'héritage comprend le ranch familial, 2 000 acres, ainsi que d'importants actifs monétaires et des participations. Au total, vous héritez d'une valeur d'environ 50 000 $. Jake sentit la pièce tourner. 50 000 $. Une fortune. Une somme qui change une vie. Cependant, continua Sutton, Madame Weston, la mère de Mary, a en effet déposé une contestation. Elle prétend que vous avez abandonné sa fille, que votre négligence a conduit à sa mort, et que par conséquent, vous êtes indigne d'hériter de la succession. Elle n'a pas tort, dit doucement Jake. Jake, commença Sarah, mais Sutton leva une main. En fait, Monsieur Donovan, légalement, elle a tort. Vous étiez le mari légal de Mary. Vous étiez absent pour des raisons professionnelles légitimes. L'incendie a été jugé accidentel. Il n'y a aucun motif pour sa contestation. Cependant, il marqua une pause. Madame Weston a demandé à vous rencontrer. Elle dit que si vous lui parlez, elle retirera sa contestation. Elle veut comprendre pourquoi sa fille vous aimait, pourquoi elle vous a choisi malgré les objections de sa famille. La gorge de Jake se serra. Kant, elle est ici, dans la pièce voisine, si vous êtes d'accord. Jake regarda Sarah. Elle lui serra la main. Je serai juste ici quand vous aurez fini. La porte s'ouvrit et la mère de Mary entra. Elle avait terriblement vieilli. Ses cheveux étaient blancs, son visage ridé par le chagrin. Mais ses yeux étaient ceux de Mary, et les voir faillit briser Jake. « Bonjour, Jacob, » dit-elle, sa voix se brisant légèrement. « Madame Weston. » Jake ne put en dire plus. Ils s'assirent dans un silence douloureux. Finalement, elle parla. « J'aimais ma fille plus que la vie elle-même. Quand elle vous a épousé contre notre volonté, je lui ai dit qu'elle faisait une erreur. Je lui ai dit que vous ne seriez jamais rien. Je lui ai dit qu'elle méritait de mieux. » Des larmes coulaient sur son visage. J'avais tort, et je n'ai jamais pu le lui dire. Je n'ai jamais pu m'excuser. Et puis elle est partie. Et tout ce qu'il me restait, c'était ma colère contre vous. Vous aviez tout à fait le droit d'être en colère, dit Jake, ses propres yeux le brûlant. J'aurais dû être là. J'aurais dû... Non, Madame Weston secoua la tête. Vous auriez dû être exactement là où vous étiez, travaillant pour subvenir aux besoins de votre famille. C'est ce que font les hommes bien. C'est ce que mon mari n'a jamais compris à votre sujet. Vous n'étiez pas de haute naissance ou riche, mais vous aimiez Mary. Vous lui avez donné le bonheur. Elle m'écrivait, vous savez. Chaque mois, malgré mon refus de répondre, elle me parlait de votre vie ensemble, d'aimant, de la façon dont vous la faisiez rire, la faisiez se sentir en sécurité, la faisiez se sentir aimée. Le souffle de Jake se coupa. Elle vous a écrit chaque mois pendant 6 ans. Madame Weston sortit une liasse de lettres. Je les ai toutes gardées. Je les ai lues et relues après avoir appris. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle vous aimait, Jacob, profondément, sincèrement, complètement. Et elle savait que vous l'aimiez de la même manière. Elle n'a jamais regretté de vous avoir choisi. Jamais une seule fois elle n'a souhaité une vie différente. Les larmes vinrent alors, des années de chagrin et de culpabilité se déversant. Madame Weston tendit la main et prit la sienne. Vous n'avez pas besoin de mon pardon, Jacob. Vous n'avez jamais rien fait de mal, mais si ça peut aider, vous l'avez. Ma fille vous aimait, et c'est suffisant pour moi. Ça devrait être suffisant pour vous aussi. Je ne sais pas comment avancer, ami Jake. Je ne sais pas comment accepter cet héritage, accepter le bonheur, accepter une seconde chance. En vivant, dit simplement Madame Weston, en honorant sa mémoire par la joie plutôt que par la souffrance, en étant l'homme qu'elle croyait que vous étiez. Elle se leva. L'héritage est à vous. Utilisez-le bien. Construisez quelque chose de beau. Et Jacob, cette femme qui attend dehors, celle qui vous regarde comme si vous aviez décroché la lune, ne la laissez pas partir. Mary voudrait que vous soyez heureux. Je veux que vous soyez heureux. Elle partit et Jake resta seul avec les lettres de Mary.
Il lisait les mots qu'elle avait écrits des années auparavant sur leur vie ensemble, leur amour, leurs rêves. Elle avait été heureuse. Malgré tout, elle avait été heureuse avec lui. Et maintenant, il devait décider s'il honorerait ce bonheur en continuant à vivre. Sarah attendait quand il sortit. Elle jeta un coup d'œil à son visage et le serra contre elle. « Racontez-moi, dit-elle. » Et il le fit. Tout, les lettres, le pardon, l'héritage, le poids impossible des secondes chances. Quand il eut fini, Sarah se recula pour le regarder. « Alors, que voulez-vous faire ?» demanda-t-elle. Jake prit une profonde inspiration. « Je veux accepter l'héritage. Je veux l'utiliser pour construire quelque chose. Une maison, un avenir, une vie. Je veux honorer Mary et Emma en vivant réellement au lieu de simplement exister. Et je veux, il prit ses mains, je veux que vous m'épousiez. » Les yeux de Sarah s'écarquillèrent. « Jake, je sais que c'est rapide. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis une semaine. Mais Sarah, je sais aussi que je vous aime. Je sais que vous me donnez envie d'être meilleur. Je sais que quand je pense à l'avenir, vous êtes dans chaque partie de celui-ci. Alors, voulez-vous m'épouser? » Sarah pleurait maintenant, mais souriait à travers les larmes. « Oui, oui, homme impossible, brisé, magnifique. Oui. » Ils se marièrent 2 semaines plus tard dans la petite église de Laramie. Les Henderson vinrent, Madame Hartley et son mari vinrent. Même Thomas, encore en convalescence, fit le voyage. Crawford ne vint pas, mais Jake s'en fichait. Sa nouvelle vie n'incluait ni rancune ni amertume. Avec l'héritage, ils achetèrent un terrain à l'extérieur de Laramie. Pas trop grand, juste assez pour une maison et un avenir. Jake engagea des constructeurs et Sarah aida à concevoir chaque détail. Ils construisirent une maison avec de grandes fenêtres orientées à l'est pour que le soleil du matin remplisse chaque pièce. Ils plantèrent des arbres. Un pour Mary, un pour Emma et un pour l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Sarah continua d'enseigner et Jake découvrit qu'il avait un talent pour le travail du bois. Il fabriquait des meubles, construisait des ajouts à leur maison, créait des jouets pour les élèves de Sarah. Le travail était satisfaisant d'une manière que la conduite de diligence ne l'avait jamais été. Leur vie n'était pas parfaite. Jake faisait encore des cauchemars. Sarah avait encore des jours où le chagrin la submergeait. Ils se disputaient, luttaient, apprenaient les aspérités et les douceurs de l'autre. Mais ils affrontaient tout ensemble. 1 an après leur rencontre sur cette diligence prise dans la tempête, Sarah annonça à Jake qu'elle était enceinte. Les mains de Jake tremblaient alors qu'il la tenait, des larmes coulant sur son visage. « Je suis terrifié, » admit-il. « Et si quelque chose arrive, et si je ne peux pas protéger, nous nous protégerons l'un l'autre, » l'interrompit Sarah. « Et nous protégerons cet enfant ensemble. Fini de tout porter seul. Fini de supposer le pire. Nous affrontons ça comme nous affrontons tout ensemble. » Leur fille naquit un matin de printemps, en bonne santé, bruyante et parfaite. Ils l'appelèrent Hope, car c'est ce qu'elle représentait. L'espoir pour demain, l'espoir de la guérison, l'espoir d'un avenir construit sur l'amour plutôt que sur la perte. Alors que Jake tenait sa fille nouveau-née, Sarah dormant paisiblement à côté de lui, il sentit la présence de Mary pour la première fois depuis l'incendie. Non pas comme une hantise, mais comme une bénédiction, une approbation, le libérant pour ce nouveau chapitre. « Merci, murmura-t-il à sa mémoire, de m'avoir aimé, d'avoir cru en moi, de m'avoir donné le courage d'essayer à nouveau. » Et puis il tourna toute son attention vers Sarah et Hope, vers la famille qu'il n'aurait jamais cru avoir à nouveau, vers la vie qu'il avait construite à partir de cendres et de secondes chances. Jake Donovan avait passé 6 ans à fuir l'amour, convaincu qu'il ne le méritait pas, terrifié de le perdre à nouveau. Mais Sarah lui avait appris que l'amour n'était pas quelque chose à craindre. C'était quelque chose pour lequel il fallait se battre, sur lequel il fallait construire, qu'il fallait honorer en vivant pleinement au lieu de simplement survivre. Ensemble, ils avaient créé quelque chose qu'aucun d'eux n'aurait pu construire seul. Une maison remplie de rire au lieu de silence, d'espoir au lieu de désespoir, et un avenir assez brillant pour éclipser même les plus sombres souvenirs.